bienvenue sur Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie. Chaque mois, découvrez des sujets passionnants qui vous guident sur le chemin de la guérison, de la transformation et de l'éveil. Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie, par Fanny Frock, infirmière psy et coach holistique. Tous les mois à la pleine lune dès 7h. Bonjour les belles âmes, bienvenue dans l'épisode numéro 19 du podcast Je peux pas, j'ai l'une, ayant pour thème dépendance affective, sortir de l'aliénation. Vous arrivez ici peut-être parce que ce titre évoque quelque chose pour vous, ou peut-être que vous arrivez par hasard. Ce que je tiens à vous dire, c'est quelle que soit la motivation initiale, restez jusqu'au bout. Cet épisode est d'intérêt général. Il nous concerne toutes et tous. Ici, je vais vous parler de la dépendance affective sous un angle qui diffère avec tout ce que vous avez déjà entendu sur le sujet. Beaucoup d'explications psychologiques ou spirituelles font fausse route, pour différentes raisons qui regardent les auteurs. Je connais aussi parfaitement cette problématique de l'intérieur pour l'avoir expérimentée dans ma vie et mon entourage. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager mes 20 années de recherche sur le sujet. Alors, belle écoute à vous. Mais avant ça, je vais vous faire un petit interlude. L'astre qui accompagne cet épisode est la pleine lune en Taureau, couplée à une éclipse lunaire totale qui nous dit « Sors de ta tête et écoute ton corps. Lui seul connaît la vérité. » Nous sommes mis face à nos vérités que jusque-là nous évitions. Accueillir en douceur ce qui vient nous permettra de traverser ce passage. Je vous en dis plus dans l'onde positive numéro 14, ma lettre d'information bimensuelle. Pour la recevoir, rendez-vous sur mon site internet www.fannyfrock.com. Tout en bas de la page d'accueil, vous pourrez y inscrire votre mail et réceptionner mes courriels. Bienvenue dans l'épisode 19 de Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie et qui aujourd'hui met en lumière un trouble trop peu connu mais qui fait des ravages dans les relations humaines. Comme à mon habitude, je vous propose une définition. Dépendance vient du latin de et pendere qui signifie dépendre de. La dépendance, c'est ce comportement dans lequel l'être humain, pour vivre, dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Bien loin de l'autonomie et de la liberté, la dépendance enferme l'individu dans une réaction en chaîne d'attitudes et de comportements tous inconfortables, allant du manque de confiance en soi, au stress, à l'indécision permanente, à la peur de l'abandon, à l'inconfort dans la solitude et bien évidemment l'impossibilité de se défaire de l'objet concerné par la dépendance. La dépendance est un concept polysémique, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs sens. En effet, selon le champ qui la qualifie, la dépendance peut être mentale, physique, économique, sociale, et elle concerne toutes les catégories d'âge. Le dictionnaire Littré propose la définition suivante. Sorte de rapport qui fait qu'une chose dépend d'une autre. Les synonymes sont la subordination, la soumission, l'asservissement. Qu'il s'agisse d'une personne, d'une substance ou d'un comportement, la dépendance ne peut qu'être transitive, c'est-à-dire qu'elle existe forcément dans un complément d'objets, direct ou indirect. Dans cet épisode, il est question de dépendance affective, de dépendance relationnelle, soit la dépendance d'une personne vis-à-vis d'une autre ou de plusieurs personnes, mais qui sont bien définies. Dans la dépendance affective, on est nécessiteux de l'autre. Oui, de l'autre, mais pas de tout le monde. Les dépendances, toutes les dépendances, affectives, alcool, drogue, jeux, sexe, alimentaire, sucre, objet, téléphone, série ou application, peuvent coexister ensemble. C'est d'ailleurs souvent parce qu'il y a ces cohabitations que le diagnostic de dépendance affective peut se faire. En effet, cette dernière n'est pas évidente à diagnostiquer. Tout simplement parce que la personne ne va pas consulter en disant « Bonjour, je suis dépendant affectif et j'ai besoin d'aide ».
La dépendance affective est souvent repérée, soit parce que la personne a des codépendances, soit parce qu'elle s'insère dans une démarche de soins et d'évolution personnelle globale. La dépendance relationnelle peut malheureusement passer inaperçue pendant des années, alors qu'elle provoque une souffrance profonde avec des incidences inévitables sur les relations et la communication à l'autre. Je tiens à préciser aussi qu'en tant qu'ancienne infirmière en alcoolologie et addictologie, que les dépendances aux produits psychotropes, c'est-à-dire alcool, drogue et médicaments, mais aussi l'anorexie et la boulimie, cachent une dépendance affective. Cette dernière est trop peu prise en compte et donc non traitée. Avec notre médecine qui sectorise tout, le focus est mis sur le symptôme ou le produit plutôt que sur l'origine même du déséquilibre. La racine même de l'asservissement n'est pas retirée. Les dépendances peuvent aussi passer de l'une à l'autre. C'est ce qui s'appelle le transfert de dépendance. Ce concept est important à retenir car bien souvent, une personne pense avoir définitivement réglé son problème de dépendance, cependant, elle l'a juste déplacé. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que le problème réel de fond n'a pas été réglé. Et c'est seulement l'objet de dépendance qui a, encore une fois, été le focus du changement. Par exemple, passer de la cigarette à la cigarette électronique est un transfert de dépendance. L'objet de dépendance est toujours présent dans la vie de la personne, il a simplement changé de nature. On pense qu'arrêter le tabac est plus important que le traitement de la dépendance, car le tabagisme engendre des risques pulmonaires et cardiovasculaires. Mais on oublie que la cigarette électronique a elle aussi des conséquences néfastes. Et dans le transfert de dépendance, la personne n'a de toute façon pas retrouvé sa liberté. Elle est toujours sous l'emprise de quelque chose. La définition clinique contemporaine de la dépendance repose sur 3 critères, qui sont 1. La répétition compulsive, c'est-à-dire inévitable, d'une activité. 2. Sa persistance malgré les conséquences néfastes. Et 3. L'obsession de celle-ci. Voyez ici que quel que soit l'objet de dépendance, ces 3 critères peuvent s'appliquer. On parle de dépendance quand il y a un rapport spécifique à quelque chose ou à quelqu'un et que ce rapport provoque souffrance et ou danger pour la personne et ou l'entourage de cette personne. Alors, bien sûr, nous pourrions passer beaucoup de temps à expliquer ce qu'il se passe au niveau du cerveau avec les différents récepteurs, neurotransmetteurs et hormones du plaisir ou du circuit de la récompense. Mais je n'en parlerai pas ici, et c'est volontaire. Je ne parlerai pas non plus de prédisposition à la dépendance. Je vais vous parler de toute autre chose. Le fait de voir la dépendance affective comme un outil d'aliénation, plutôt que comme une conséquence à ce que vous avez vécu ou fait dans votre vie. Voyons dans un premier temps comment repérer la dépendance affective et comment elle s'exprime. Le chercheur et psychologue américain Gregory Jantz a mis en évidence 9 types de comportements pour réussir à déceler la dépendance affective. Si vous vous reconnaissez dans au moins 5 des 9 signes, c'est que vous êtes concerné par la dépendance relationnelle. Ces attitudes sont 1. Avoir du mal à prendre des décisions seul et demander à l'autre de choisir pour vous. 2. Compter sur l'autre, celui donc dont on est dépendant, pour assumer les actes dans les domaines importants de sa vie. Revenus, gestion administrative, santé, organisation domestique. 3. Craindre et fuir tout désaccord avec son interlocuteur. Peur des conflits, d'être rejeté, abandonné, exclu. 4. Avoir du mal à démarrer des projets ou à faire les choses par soi-même. 5. Se sentir anxieux ou mal quand on est seul. 6. Se rendre spontanément coupable de ce qui ne va pas. 7. Se sentir obligé de satisfaire les demandes et besoins d'autrui. 8. Avoir vraiment besoin de l'approbation et du réconfort des autres. 9. Être incapable de poser et de défendre ses propres limites. On remarque ici que les symptômes de la dépendance relationnelle ne sont pas uniquement liés aux relations à l'autre ou aux relations amoureuses, mais qu'ils impactent les différentes sphères de la vie.
C'est pourquoi nous pouvons dire qu'une des caractéristiques de cette dépendance, c'est qu'elle est, de par sa nature, peu évidente à repérer. En effet, la mécanique de celle-ci met tout en œuvre pour faire croire, et d'abord à soi, se faire croire, qu'on est complètement autonome alors qu'en fait, au-dedans, tout hurle l'insécurité et le manque permanent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'écoute de cet épisode et que vous vous sentez concerné, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sachez qu'il va falloir faire preuve d'une grande honnêteté envers vous-même pour la suite. Être en pleine dépendance affective, ce n'est pas agréable. C'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir. La source de la souffrance est souvent non repérée et la honte peut s'emparer de vous. Si la dépendance affective a une règle, celle de se cacher pour continuer à exister et grandir, elle en a aussi une deuxième, celle de vous emprisonner de plus en plus, de vous voler votre liberté et votre libre arbitre et de vous empêcher d'être qui vous êtes. À présent, ne soyez pas honteuses et honteux de vivre cela. Prenez cela comme un fait, vous êtes aux prises d'une dépendance relationnelle, considérez que c'est le passé. Car maintenant, vous savez ce qui vous fait souffrir. Et savoir, c'est être responsable. Vous allez à présent pouvoir agir et vous sentir enfin mieux, enfin vous-même. Vous avez fait 50% du chemin. Si besoin, réécoutez les 9 comportements que je viens de vous décrire juste avant et mettez en évidence ceux qui sont les plus courants chez vous. Vous devez en avoir au moins 5 sur 9 pour être considéré comme prisonnier d'une dépendance relationnelle. Mais, même si vous en repérez moins de 5, faites tout de même l'exercice. Vous allez donc hiérarchiser vos comportements, du plus présent chez vous à celui qui est le plus discret. Numérotez-les par ordre d'importance. Le premier de la liste va devenir votre action de changement prioritaire dans votre vie. Je m'explique. Amusez-vous à le repérer. Voyez comme il s'exprime chez vous. Regardez-vous faire et entrez dans ce rôle. Comment s'opère la stratégie ? Quelles émotions sont associées à ce comportement ? Avez-vous des sensations corporelles reliées aux émotions ? Comment vous sentez-vous dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre gorge ? Isolez-vous et allez prendre en note vos observations, vos émotions et votre état de corps. Tout cela sans jugement. C'est un exercice, c'est un jeu, rien d'autre. Reprenez ensuite le fil de votre vie. Au début, vous allez avoir peut-être du mal à vous observer. Ça n'est pas grave. Cependant, mettez-vous au défi. Après l'écoute de cet épisode, d'écrire par exemple chaque soir sur votre journée au sujet de ce premier comportement que vous avez mis en évidence. Tenez le défi au moins 7 jours pour commencer. Puis, allez 10 jours. Et allez jusqu'à 21 jours. Et même au-delà si le défi vous plaît. Une fois que vous allez avoir l'habitude de noter vos états de corps et vos états émotionnels en lien avec le signe repéré de la dépendance affective, passez à l'étape suivante. Et exercez-vous à écouter ce qu'il se passe en vous pendant que le comportement de dépendance s'exprime. Imaginez que c'est comme si vous étiez à la fois en train de vivre la situation et le comportement de dépendance, et à la fois en train de vous observer avec un peu de hauteur. C'est comme si vous étiez à la fois l'acteur et l'observateur. Je dois appuyer sur une chose importante. Dans l'auto-observation, le non-jugement est de prime. Sinon, cela ne sert à rien, à part vous enfoncer encore plus dans les méandres du blabla mental égotique et donc dans la souffrance. L'auto-observation n'est pas de l'autocritique. L'auto-observation est un outil d'évolution personnelle précieux et puissant quand on sait bien l'utiliser. Et justement, pour cela, il est important de pouvoir sonder ses états de corps et états émotionnels. J'ai consacré à ce sujet un épisode entier, avec notamment une guidance pour vous faire vivre l'écoute incorporée. Rendez-vous donc dans l'épisode 4, le langage du corps.
Un autre élément important à rappeler est que la dépendance n'est pas de l'amour. L'amour, c'est vivre avec l'autre. La dépendance affective serait plutôt de vivre par rapport à l'autre ou contre l'autre. La dépendance affective et l'amour sont antagonistes. Alors que l'amour porte l'individu dans un vent de liberté, la dépendance affective emprisonne à la fois soi et l'autre. Contrairement aux dépendances à des produits psychotropes ou autres tels que l'alimentation, le sexe ou les jeux d'argent, la dépendance relationnelle peut sembler ridicule, voire même sans danger. Alors, pourquoi consacrer un épisode entier sur ce sujet, me direz-vous ? Eh bien justement, l'attachement affectif n'est pas si anodin et peut conduire à de grosses problématiques, dont l'une d'elles est la manipulation. Quand on est dépendant, on est sous emprise de l'objet. Cet objet occupe toute la place dans le corps et l'esprit du dépendant. Et le dépendant est capable de mettre en place tout un tas de stratégies des plus alambiquées pour accéder à cet objet et remplir le vide intérieur qui fait tant souffrir. Et, quand c'est une personne qui est l'objet de dépendance, c'est la même chose. Alors, si en face la personne est saine, c'est-à-dire qu'elle se connaît intimement, qu'elle sait prendre soin d'elle et s'aimer telle qu'elle est, il n'y a a priori pas de risque. Le trouble va surtout faire souffrir le dépendant. Cependant, si la personne définie comme objet de dépendance est malsaine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un rapport sain à la vie qui circule en elle et autour d'elle, si elle est elle-même aux prises de ses blessures, de son ego mental, si elle répond à des processus de manipulation et de perversité, si elle prend plaisir à faire mal, consciemment ou inconsciemment, si elle fait perdurer le lien d'attachement affectif au-delà de la liberté individuelle, si elle l'utilise à des fins personnelles cette dépendance, alors il y a danger. Danger pour les deux personnes. Elles vont entrer toutes les deux dans une codépendance où ni l'une ni l'autre ne pourra vivre sans se passer de leur présence. Où des jeux relationnels vont se mettre en place de type le chat et la souris, où rejet et retrouvailles vont rythmer la vie. Il est même possible que des conflits explosent, le chantage et autres violences psychologiques prendront de plus en plus de place, jusqu'à parfois aller jusqu'à la violence physique. Ces violences pourront être banalisées, car dans un contexte de dépendance affective, les individus se sentent toujours individuellement ou à tour de rôle coupables et ou victimes de la situation. Il est nécessaire, surtout quand la relation en arrive au conflit et où la communication est complètement biaisée par le phénomène de manque et d'insécurité, de se tenir à distance de la personne. Que vous soyez le dépendant ou le codépendant, si vous avez conscience d'une telle situation, prenez votre courage à deux mains, mettez en mots la problématique et mettez en place la séparation. Cela peut se faire en douceur. C'est dans les jours qui vont suivre la séparation qu'il faudra mettre en place de nombreuses actions pour ne pas replonger et reprendre le lien avec la personne pour accueillir et traverser les souffrances intérieures. Ne restez pas seul dans cette période de transition et faites-vous accompagner par un professionnel qui connaît les mécaniques de dépendance. Lorsqu'on réalise qu'on a une tendance à la dépendance affective ou une dépendance avérée, le piège est de vouloir comprendre pourquoi. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Qu'est-ce que j'ai loupé pour me retrouver enfermé là-dedans ? Etc. Toutes ces questions sont des pièges, car elles vont vous plonger dans le mental, vous déconnecter de votre corps et de vos émotions, et alimenter une souffrance déjà bien suffisamment présente. Une étape essentielle va être de vous détacher le plus possible de ces questions. Vous pouvez malgré tout les laisser venir, les écouter, les prendre en note éventuellement, mais ne cherchez pas à tout prix à y répondre. La réponse que vous cherchez, par contre, se trouve dans votre corps, dans les sensations corporelles, là où ça fait mal. Plongez-y avec votre conscience et voyez ce que ça vous fait quand vous respirez dedans. Oh oui, utilisez encore l'écoute incorporée. La psychologie clinique a tendance à expliquer la dépendance affective par rapport à l'enfance, à la carence affective certainement présente dans les jeunes années, à l'absence d'un parent ou de la figure parentale, en vrai ou de façon symbolique, à la présence d'une forme de dépendance dans les générations précédentes. En effet, cela se tient, mais ensuite,
que fait-on ? Lise Bourbeau, auteure du best-seller Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, met en évidence donc 5 blessures originelles que sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, qui seraient à l'origine de tous nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Il est vrai que les blessures de rejet et d'abandon sont de bons terreaux aux dépendances. Ces dernières auront tendance à engendrer des peurs du vide, du manque, de l'isolement et d'insécurité. Et pour éviter de rencontrer ces peurs, la manipulation de l'amour va être de mise. Tout va être fait pour garder l'autre à ses côtés afin de se croire en sécurité. Je tiens à rappeler que l'amour manipulé n'est pas de l'amour, mais de l'attachement. Et dans attachement, il y a attaché. Quand on est attaché, nous ne sommes pas libres. Si cette description détaillée des blessures peut à la fois apporter de la lumière sur les origines et les actions à mettre en place pour se sentir mieux, il manque à mon avis encore un peu de profondeur. C'est du côté de la médecine chinoise, MTC, et de la philosophie taoïste que nous pouvons trouver un complément d'information. De 2012 à 2014, j'ai donné de façon hebdomadaire des séances de shiatsu à des personnes qui venaient consulter dans un hôpital de jour pour des problématiques de dépendance alimentaire et ou à des psychotropes. Toutes ces personnes avaient en commun de gros déficits énergétiques sur l'élément terre, un déséquilibre dans l'élément eau et un trop-plein énergétique dans l'élément bois. Pour traduire, et donc rendre ce bilan accessible à tous, voici ce que j'ai pu constater. Ces personnes étaient déconnectées d'elles-mêmes, de leur corps et de leurs émotions. Elles ne se connaissaient pas. Il y avait une immaturité émotionnelle et elles étaient complètement désancrées de la terre. Elles étaient aux prises de bavardage mental, anxieuses, et pensaient intimement qu'elles ne pouvaient pas s'en sortir seules, comme si ce qui leur arrivait était une fatalité. La honte et le désarroi étaient présents. Bien évidemment, l'état de manque et l'effet de l'objet de dépendance ne faisaient qu'accentuer ces états d'être. L'élément terre correspond à la rate pancréas, RP, l'eau au rein et le bois au foie. RP, dans la symbolique taoïste, est ce qui porte, ce qui soutient, ce qui maintient. Son rôle est similaire aux parents sains auprès de l'enfant. Les reins sont notre réserve d'énergie vitale, cette énergie qui nous permet de mener à bien des projets dans la matière et la durée. Ils sont donc à l'image de la batterie d'une voiture, par exemple. Les reins sont très sensibles à la peur. Le foie est celui qui impulse le mouvement, l'action, celui qui permet de faire le premier pas. Il est relié à l'émotion colère. Et il est aussi celui qui passe son temps à anticiper anxieusement et à se faire des scénarios catastrophes dans tous les sens. Dans le cadre de la dépendance affective, il est fort probable que vous vous reconnaissiez dans certains de ces traits décrits. Alors, je dois vous dire une chose. Oui, ces tendances énergétiques dans les organes se retrouvent beaucoup dans notre société sédentaire occidentale. Bien sûr, les amplitudes varient sur l'échelle selon si l'on est dans une dépendance importante ou non. Au début de l'épisode, je vous ai proposé de voir la dépendance non pas comme la conséquence d'une blessure, mais plutôt comme un outil d'aliénation. Je m'explique. Retournons les choses. Ou, comme dit dans l'excellent film L'an 001, faisons un pas de côté pour voir plus loin. Voyons la dépendance non pas comme une conséquence liée à des expériences difficiles dans notre vie, mais du coup plutôt comme un programme de sabotage mis en place volontairement dans notre être. Imaginons que notre société et les personnes qui la constituent ont été plongées dans une forme de grande manipulation et d'hypnose collective. Un très bon livre pour enfants, appelé Les accords Toltec expliqués aux enfants de la psychologue Florence Milo, peut vous faire comprendre ce concept de manipulation et d'implémentation d'un programme de sabotage. Si vous en avez besoin, vous pouvez aller lire ce livre. Mais revenons à la dépendance et à la médecine chinoise. Pour rendre les personnes dépendantes, nous avons vu qu'il faut affaiblir un peu RP, rate pancréas. Pour cela, rien de bien compliqué. Coupons tout ce qui soutient et apporte sécurité de base. Il suffit donc de bouleverser les naissances physiologiques,
de couper les mères de leur côté mammifère, de séparer les bébés de leurs parents, de faire disparaître le placenta rapidement alors que celui-ci a été un fidèle compagnon et protecteur du bébé pendant 9 mois. Un aparté nécessaire, la dépendance affective n'existe pas chez un mammifère laissé dans son environnement naturel. Continuons. À l'école, il suffit de ne pas accompagner à l'autonomie, mais de formater les élèves à l'obéissance bête et disciplinée, à la compétition et à la comparaison. En entreprise, il suffit de bien distinguer les rôles, que les tâches ingrates ou difficiles soient tout le temps exercées par les mêmes, que les émotions n'aient pas leur place en réunion, et que les décisions soient prises par un individu ou un petit groupe d'individus qui ne connaît pas les réalités de terrain. Et ainsi de suite. Comme je vous le disais plus haut, la dépendance, c'est la manipulation de l'amour. C'est la manipulation de la relation à l'autre. Et depuis combien de générations cela existe-t-il ? Et pourquoi, à un moment, tout ce qui était naturel et instinctif, horizontal et pour le bon déroulé de l'évolution, a disparu de nos vies ? Nous voilà devenir tous dépendants de quelque chose ou de quelqu'un, donc emprisonnés. Nous voilà coupés de nos racines, de notre corps, et donc de notre conscience, et donc de notre âme. Celle-ci même qui nous permet de savoir quelle est notre place sur Terre. Nous n'avons plus de libre arbitre, et nous cherchons éperdument une façon de faire pour ne plus souffrir, chacun trouvant des solutions plus ou moins efficaces, plus ou moins profondes. Et nous errons. Mais à qui profite ce mal ? À qui profite cet épuisement des ressources vivantes ? Oui, parce qu'il s'agit bien de cela. Les dépendances sont des puits sans fond. L'épuisement est la seule issue si rien n'est fait. Vu comme cela, je vous l'accorde, c'est déprimant. Nombreux sont les auteurs qui ont décrit sur le sujet des manipulations de masse et les raisons de cette hypnose collective. Je vous laisse déjà accueillir cette nouvelle façon d'envisager les choses. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet dans cet épisode, mais pourquoi pas dans un autre, et je vous laisse faire vos recherches, à commencer par la connexion au corps, bien évidemment. Maintenant, plutôt que de vous identifier comme dépendant affectif, plutôt que de vouloir guérir de la dépendance affective, de laquelle vous n'êtes même pas atteint, puisqu'elle n'existe pas, puisqu'elle est une illusion dans laquelle un certain groupe d'individus ont voulu nous enfermer, je répète, c'est une nouvelle vision des choses pour vous permettre d'aborder le problème sous un autre angle. Continuez à vous prêter au jeu. Concentrons-nous donc plutôt sur les déséquilibres des éléments terre, eau et bois, qui sont à l'origine de l'installation du comportement de dépendance. Si ces derniers retrouvent leur harmonie, nombre de symptômes vont disparaître de nos vies. Cela vaut donc la peine de changer quelques habitudes, même si au premier abord, on a la flemme. Encore une fois, il est de notre responsabilité. Quand je sais, quand ma conscience s'ouvre, je ne peux plus revenir en arrière. Ma responsabilité est d'agir. Pour moi, pour mon corps, pour mon bonheur, pour mes enfants éventuellement, ou les enfants des autres, pour la Terre. Voici quelques pistes de changement qui sont tout à fait accessibles, et ce, même avec 0 budget. Pour élever l'énergie de la Terre, il est conseillé de soutenir l'ancrage du corps, l'ancrage des pieds dans le sol. Pour cela, la marche en nature, la méditation, la visualisation de racines à partir du bassin, je reviendrai sur ce point, la respiration complète et une alimentation à base de légumineuses sont de mise. L'amour de soi est également à cultiver, comme un jardin dans lequel peut pousser les légumes désirés et aussi toutes sortes d'adventices non souhaités, mais pourtant faisant partie du paysage. S'aimer soi tout entier avec ses qualités et ses imperfections. Le travail de prise de recul avec les événements passés dans la vie in utero, ainsi qu'une reliance avec son placenta, va venir renourrir l'élément terre. Concernant ce dernier, je proposerai bientôt un épisode ou un écrit, car notre placenta est comme notre jumeau in utero. Dans notre culture, il est considéré malheureusement comme un déchet à éliminer dès sa sortie. Cette considération, selon moi, alimente le terrain aux dépendances, le syndrome de manque et de nombreux déséquilibres énergétiques.
Je vous conseille donc vivement de vous inscrire à ma lettre d'info pour recevoir l'ensemble de mes recherches et observations sur le sujet, et bien d'autres. Pour l'élément eau et pour les reins, il est important de ne pas se laisser happer par ses peurs. Mieux vaut y faire face, pouvoir les définir et les palper, au risque sinon de voir son énergie chuter. Depuis 10 ans, je donne souvent cet exemple. Si un chien vous court après en aboyant et que vous fuyez en courant, que se passe-t-il ? Eh bien, il vous court après et même encore plus vite. Mais si vous vous arrêtez net, que vous lui faites face, que vous le regardez droit dans les yeux, il s'arrête aussitôt. Qui est le maître des lieux ? Vous ou vos peurs ? À vous de savoir. Pour conserver son énergie eau, la gestion du stress est essentielle. Respiration complète, cohérence cardiaque, respiration élastique, aromathérapie olfactive, nombreux sont les outils que je vous ai déjà partagés, notamment dans l'épisode 11, les 10 clés pour éliminer ses peurs. Écoutez ou réécoutez l'épisode en prenant des notes et en mettant en pratique ces clés. La respiration, à partir des profondeurs du bassin, doit devenir une des habitudes de vie favorites. Elle est simple et vous pouvez la faire n'importe où, n'importe quand. Inspirez à partir du petit bassin, à partir de la matrice, là où tout a commencé dans la matière pour le fœtus humain. Sentez votre bassin se remplir. Allez inspirer jusque dans vos reins, laissez faire le reste de l'inspire jusqu'en haut. Puis glissez-vous dans l'expire. Avec l'habitude, votre bassin va prendre de la consistance. Il est votre base stable, vos racines. Après avoir diminué les stress pour sortir de l'immobilité, l'action permettra ensuite de supprimer le reste des peurs et autolimites. Car en effet, les peurs sont d'excellentes guides quand on ose les regarder. Elles nous indiquent exactement ce que nous devons faire dans nos vies pour être plus heureux et épanouis. Souvent, en cas de faiblesse énergétique en eau, la mise en action est difficile, surtout parce qu'on ne veut pas faire une action qui ne sera pas bonne. Le perfectionnisme n'est pas loin. Et c'est justement là l'erreur. Car comment savoir si l'action est bonne tant qu'elle n'est pas expérimentée dans la matière ? Donc oui, repérez vos peurs très concrètement, puis agissez. Cette attitude est positive à la fois pour les reins et pour rate pancréas. Enfin, l'élément bois, qui est en excès, installe la personne dans une cogitation mentale intense, avec anticipation anxieuse, dispersion, manque d'ancrage, multiplication des projets et des idées sans jamais aboutir à leur terme. L'élément bois, hyperactif, n'est pas du tout évident à apaiser. D'autant plus dans le contexte de notre réalité sociétale qui pousse à la productivité, valorise les suractivités et se satisfait parfaitement d'individus emprisonnés dans le bavardage mental. Je rappelle à ce sujet que la première aliénation est le bavardage mental. En effet, même s'il s'agit de quelque chose qui se produit en soi, la source de l'emprise est là. Pour apaiser l'énergie en trop dans l'élément bois, vous pouvez vraiment reprendre les pistes nommées juste avant, à savoir les pratiques pour réduire les stress, notamment avec le souffle et les huiles essentielles, les pratiques d'ancrage avec par exemple la marche en nature et la méditation, et enfin la pleine présence dans votre bassin, dans votre ventre. Stopper l'anticipation anxieuse et les projections mentales sont une des priorités pour apaiser également l'excitation du bois. La régularité des pratiques est une clé, et l'installation dans l'instant présent, une douceur sécurisante pour cet élément en dispersion. Vider le trop-plein mental n'est pas du tout évident. Moi-même, ancienne grande cogitatrice, j'ai longtemps cherché une façon de faire. Je l'ai trouvée en inventant le rituel de l'écriture spontanée. Cette pratique simple et ludique ne me quitte plus et fait des ravages. J'ai de nombreux retours très positifs. Faites-en une de vos habitudes de vie prioritaires pendant quelques temps. Vous pourrez trouver les règles du jeu sur ma chaîne YouTube. J'ai hâte de lire vos retours d'expérience.
Vous voici maintenant bien outillé pour changer les choses en vous, rééquilibrer votre terrain et ne plus faire un terreau fertile à la dépendance et au manque. Le chemin à venir est très prometteur et mène directement au cœur. Mais ça, je vous en parle très prochainement. En attendant, évitez de faire prendre la poussière à cet épisode. Passez à l'action pour vous-même et partagez ce podcast aux personnes qui en ont besoin. Vous leur faites là un très beau cadeau. Je vous souhaite une belle connexion au corps. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur mon site www.fannyfrog.com ou bien m'écrire à contact@fannyfrog.com. À très bientôt. Prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour le faire vivre, abonnez-vous, likez et partagez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. On se dit à tout bientôt, ici ou sur les réseaux.